Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et encore du droit. Au programme de ce numéro, on va parler d'un code de bonne conduite sur l'IA générative créé à l'initiative de France Digital Legal Tech. On en parlera avec Guillaume Carrère dans quelques instants. Il est cofondateur du groupe France Digital Legal Tech. On parlera ensuite de réussir sa conformité en LCB-FT. C'est le titre de l'ouvrage de Camille Baudouin, présidente de Baudouin Advisory. Et enfin, on parlera publicité ciblée et utilisation des données personnelles avec Farid Bouketaya, associé fondateur du cabinet Calder. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite cette émission et on va parler d'un code de conduite sur l'IA générative adopté par le groupe France Digital Legal Tech. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Carrère, cofondateur du groupe France Digital Legal Tech. Guillaume, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors le monde juridique est un peu en effervescence avec l'intelligence artificielle générative. C'est lié à je dirais, la création de ChatGPT il y a 2 ans et la vulgarisation de l'intelligence artificielle générative. Dans ce contexte, France Digital Legal Tech a souhaité faire un code de bonne conduite de l'IA générative. Expliquez-nous cette démarche, Guillaume. Eh bien, je pense que vous le dites, le premier sujet, c'est qu'on fête un anniversaire. On souffle les 2 ans de l'arrivée de ChatGPT, qui a été une véritable révolution dans le monde du droit. Et autant au début, il y avait du scepticisme mélangé à de l'enthousiasme, hein, et autant aujourd'hui, globalement, c'est l'enthousiasme qui l'a emporté, et donc tout le monde du droit, les instances représentatives, etc., confirment que les bénéfices de l'IA générative vont être considérables pour les différentes professions du droit. Le problème, c'est qu'il reste des questions, et ces questions, c'est souvent les mêmes, c'est véritablement, est-ce que mes données sont sécurisées ? Est-ce que les réponses qui sont apportées par l'IA sont fiables? Mais aussi, est-ce que ma déontologie est respectée? Voilà. Et le problème, c'est que toutes les IA ne se valent pas et que les IA généralistes, et donc pas les IA juridiques, eh bien, répondent pas véritablement à ces questions, voire posent des vraies questions de fiabilité liées à ces principaux doutes. Voilà. Pour bien comprendre, peut-être rappeler, Guillaume, les risques liés à l'IA pour les téléspectateurs qui ne sont pas au fait de ces questions. Les risques liés à l'IA, ils sont de l'ordre de 2 grandes principales catégories. Le premier, c'est la sécurité véritablement des réponses qui sont apportées. Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce qu'il y a des hallucinations? Est-ce qu'il y a des erreurs? Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais ça c'est un sujet véritablement important. Et donc notamment quand on entraîne ces modèles sur des données qui ne sont pas que des données juridiques, ou alors quand on envoie ces données à l'étranger, quand on utilise ChatGPT et que ça part directement aux États-Unis, ça c'est véritablement un risque. Voilà, donc ça c'est un des gros problèmes. Et le deuxième, c'est vraiment la confidentialité de ces données, notamment pour une profession qui a des engagements quasiment sans pareil vis-à-vis de ses clients. Voilà. Et donc nous, chez Doctrine, on a ces sujets de sécurité et de confidentialité au centre, ces sujets de sécurité juridique aussi, de comment on apporte plus de fiabilité. Et donc on a voulu l'étendre, ce concept, au-delà de Doctrine, à travers le groupe France Digital Legal Tech, pour s'assurer que ça irrigue un petit peu la filière et que ça fasse émerger un alignement sur comment on fait des IA plus responsables. Et c'est ça l'objectif de ce code de bonne conduite. Alors d'accord, on voit bientôt, on voit l'objectif. Qui sont les signataires et quels sont les grands enjeux avec ce code? Alors, ce qui est intéressant avec les signataires, c'est qu'ils sont assez variés. Et donc, à la fois, il y a des legal tech qui adressent tout type de clients, du monde du droit, bien sûr, mais les experts comptables, les juristes, les avocats, les notaires, mais aussi les justiciables. Et à la fois, il y a des entreprises de toute taille et qui ont des propositions de valeur assez variées. Donc, on va retrouver les grands noms que vous connaissez, les Legal Stark, les DeepBlock, les Tomorrow, les Gino ou bien évidemment les Doctrines. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fédère véritablement l'ensemble de la filière sur ces enjeux-là. Donc tout l'écosystème est fédéré autour de grands principes. Quels sont les principes édictés dans ce code?
Alors, les principes, ils sont au nombre de 6. Le premier, c'est la sécurité et la confidentialité. Là encore, tout naît de ce sujet-là. Et on veut assurer nos clients qu'on assure véritablement la confidentialité et la sécurité de leurs données. C'est primordial pour nos clients. C'est vraiment un des feedbacks principaux quand on les interroge sur leurs doutes vis-à-vis de l'IA. Le deuxième, il est lié à la transparence. Et la transparence, il y a deux éléments à l'intérieur. Le premier, c'est la transparence des technologies qu'on utilise. Et donc ça, les clients veulent savoir et on a besoin de leur dire quelle technologie on utilise, mais aussi qu'on utilise de la technologie. Et donc parfois, on peut avoir des réponses sans savoir qu'elles viennent de l'IA. Et donc l'engagement de la Legal Tech sur ce sujet-là, en tout cas de ce groupe qui a signé ce code de bonne conduite, c'est de dire non seulement quelle technologie on utilise, mais aussi qu'on en utilise quand on apporte des réponses. Par exemple, j'utilise ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. Exactement. Alors, c'est principalement, très souvent, des large language models, et donc plutôt ChatGPT, Mistral et autres, OpenAI, parce que c'est beaucoup sur ces technologies open source qui dominent quand même encore ce sujet-là, que les entreprises comme les nôtres entraînent des modèles, les verticalisent et les sécurisent sur le monde du droit. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, transparence. La troisième, c'est la limitation des biais. Donc selon la façon dont vous entraînez vos modèles, selon les données que vous mettez en entrée, il peut exister des biais avec l'IA générative. Et donc cet engagement des 14 signataires de ce code de bonne conduite, c'est de les limiter. Ensuite, vous avez un sujet qui est central, c'est celui de la formation et de la sensibilisation. Bien sûr. Donc ça, c'est le quatrième aspect. Et donc, bien évidemment, il faut former, entraîner les juristes pour qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent progressivement ces technologies, qu'ils n'en attendent pas trop aussi parfois, et qu'ils sachent s'en servir véritablement comme d'un support. Ensuite, il y a une notion de responsabilité et de contrôle humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Responsabilité et contrôle humain, ça veut dire que l'IA ne va pas remplacer le juriste, mais ça veut aussi dire néanmoins qu'il faut lui donner les moyens de contrôler le travail de l'IA, et notamment, par exemple, dans le fait de lui présenter des sources. Et ça, là aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très demandé par nos clients. Et enfin, le dernier sujet, c'est la propriété des données générées. Et donc, il faut absolument garantir à nos clients, quand ils nous confient des données qui sont les leurs, qui sont le fruit de leur travail, souvent, ou celles de leurs clients, bien évidemment qu'elles seront sécurisées, mais aussi qu'on ne les réutilisera pas pour entraîner nos modèles. Et ça, c'est un élément important. Ou aussi, et là encore, ça peut être une petite angoisse pour nos clients, et c'est qu'on ne les partagera pas avec le reste de l'écosystème. Et donc ça, c'est des engagements extrêmement fermes qu'on prend à travers ce code de bonne conduite. Alors, comment vous articulez ce code de bonne conduite avec le cadre juridique européen? Je pense par exemple au règlement sur l'intelligence artificielle. Eh bien, en vérité, ce code, ce code de bonne conduite, il vient un petit peu en amont de l'IA Act. Il en suit les grands principes, mais l'IA Act, prend encore un petit peu de temps à être véritablement ancré. Et puis la régulation, pour le coup, les régulateurs nationaux, là aussi, ça prend du temps. Donc nous, notre sujet, c'est de préempter tous ces sujets-là, de s'aligner aussi avec les travaux qui sont faits par les organes représentatifs de la profession, notamment celle d'avocat. Alors, un autre point important, c'est le respect de ces engagements. Comment vous allez vous assurer du respect de ces engagements par l'ensemble de l'écosystème? Alors, c'est un code de bonne conduite, effectivement, ce n'est pas une loi, donc il ne va pas y avoir de marteau qui tombe, mais véritablement, il y a une régulation d'abord entre pairs. Et en fait, France Digital Legal Tech, il y a plus d'une trentaine de Legal Tech qui sont membres, et on se réunit quand même trimestriellement, de façon relativement formelle, et on voit les modes de fonctionnement des uns des autres, nos pratiques technologiques, etc. Et donc ça, c'est un premier moyen de contrôle entre pairs. Et le deuxième, celui qui, je dirais, est peut-être un peu plus impitoyable, c'est celui du marché. Et en fait, cette régulation du marché, elle est très forte. Et on le voit, dans le monde du droit, le bouche à oreille est quand même quelque chose qui va extrêmement vite, c'est un petit marché. Et donc on sait très vite quelles sont les bonnes solutions, quelles sont les moins bonnes. Et sur les sujets de respect de sécurité, de confidentialité, eh bien c'est la même chose. Et donc finalement, une société qui signe ce type d'accord, mais qui ne le respecte pas, va être assez vite sanctionnée par le marché avec ce fameux bouche à oreille. Pour finir, est-ce que ce code va évoluer? Alors, je ne vous apprends pas en tant que juriste que le monde du droit, le droit lui-même est une matière vivante, la technologie, elle aussi, est une matière extrêmement vivante. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait à peine 2 ans que ChatGPT est arrivé, mais on n'est qu'au début de l'impact de l'IA générative. Notamment, tout le monde parle de chatbot aujourd'hui. Le chatbot, c'est 10% de la valeur que va apporter l'intelligence artificielle dans le monde du droit.
Et donc, il va y avoir beaucoup de révolutions qui sont en cours et sur lesquelles on travaille, notamment l'analyse de documents, notamment la rédaction, l'extraction d'informations des documents. Tout ça, c'est des choses qu'on met en place. Et donc, les questions qu'on se pose avec les chatbots, eh bien, elles sont en train de se poser sur toutes les nouvelles technologies qu'on déploie. Et donc oui, la réponse, Arnaud, c'est que tout cela va continuer à évoluer, ce code va évoluer avec le droit, avec la régulation, mais aussi avec les nouvelles technologies. On va conclure là-dessus. Merci Guillaume Carrère d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes cofondateur du groupe France Digital Legal Tech et également CEO de Doctrine. Merci Arnaud. Tout de suite, on continue. On va parler réussir sa conformité LCBFT. On poursuit ce Lex Inside, on va parler réussir sa conformité en LCB-FT. C'est le titre de l'ouvrage de Camille Baudouin, présidente du cabinet Baudouin Advisory, qui est mon invitée. Camille, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de LCB-FT, lutte contre le financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. Avant de parler de ces sujets, tout d'abord, pourquoi un ouvrage sur cette question ? Eh bien, c'est un de mes domaines d'expertise. Donc, j'accompagne des acteurs du secteur financier, banques, sociétés de gestion, assurances, fintech, sur ce sujet-là. Donc, pour les aider à se mettre en conformité ou à le rester. Et puis, c'est également un domaine que j'enseigne à l'ESSELSCA Business School à Paris. Alors, pour comprendre bien ces sujets, ce qui est intéressant, c'est se tourner vers les définitions. Donc, qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu'est-ce que le financement du terrorisme ? Alors, le blanchiment de capitaux, ça va être remettre dans le circuit bancaire et financier tout revenu provenant d'activités illicites. Donc, évidemment, on pense naturellement à tout ce qui a trait au trafic de drogue, mais ça peut être aussi la corruption, ça peut être la fraude fiscale, sociale, douanière, et tout ce qui est finalement passible d'une peine d'emprisonnement d'1 an. Voilà. Et concernant le financement du terrorisme, ça va être la mise à disposition de moyens humains, financiers, matériels auprès de quelqu'un ou d'une organisation à des fins de commettre un acte terroriste. Voilà. Alors l'ouvrage s'adresse principalement aux acteurs du domaine financier, mais qui sont les acteurs concernés par ces sujets ? Et donc, alors, d'une manière générale, donc on a, on va dire, 2 classes de population, les professionnels du secteur financier, donc, comme on l'a déjà un petit peu dit, les banques, les sociétés de gestion, mais également les changeurs manuels, tout ce qui va être investissement participatif, etc. Mais on va avoir aussi toute une autre catégorie, les professionnels du secteur non financier, donc par exemple les avocats, les experts comptables, les agents immobiliers, les casinos, etc. Voilà, donc donc il y a une grande famille de professionnels qui sont assujettis à ces mêmes règles. Donc on a vu les acteurs, maintenant passons aux obligations qui pèsent sur ces acteurs. Pouvez-vous revenir sur les principales, on ne va pas tout lister ce qu'il y a dans votre ouvrage, mais sur les principales obligations. Alors, on a tout d'abord la connaissance de la clientèle, ce qu'on va appeler dans le domaine bancaire le fameux KYC, le Know Your Customer, donc qui vise à évidemment identifier vraiment que la personne, le prospect qui va devenir client est bien qui il prétend être, le connaître en termes d'activité, puisqu'elles peuvent être plus ou moins risquées, etc. Ça va être d'identifier quels sont les bénéficiaires effectifs dans le cadre de personnes morales. Ça va être aussi identifier si le client est une personne politiquement exposée, donc un chef d'État, un ministre, etc. Puisqu'il peut y avoir ça va être plus risqué comme catégorie en termes de corruption, par exemple. Mais également, on doit identifier, toujours dans le cadre de ce KYC, si le client fait l'objet d'une sanction, parce qu'on peut avoir l'interdiction de l'avoir comme client ou de réaliser des opérations, et puis potentiellement de geler ses avoirs. Également, la presse négative pour savoir si dans la une des journaux, un client, par exemple, fait l'objet d'une condamnation, etc. Deuxièmement, je l'ai déjà un petit peu dit, il y a la mise en œuvre de ces fameuses mesures de gel des avoirs, puisqu'on doit tout bloquer. Également, très important, la surveillance des opérations. Parce que potentiellement, il faut vérifier s'il y a des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme. Également, la déclaration de soupçons
à Tracfin, donc dans le cadre d'un soupçon avéré, donc un soupçon qui fait l'objet d'une vraie analyse et investigation. Bien sûr. Également, la classification des risques, puisque c'est la pierre angulaire vraiment de toutes ces normes et de tout le dispositif LCBFT, puisqu'en fait, c'est une approche qui repose par les risques. Donc, on doit identifier les risques au niveau des clients, des opérations. Donc, et pour ensuite, juste en donner une autre, le contrôle interne aussi va être extrêmement fondamental, vérifier qu'on applique bien les règles, etc., former ses collaborateurs et enfin, la conservation des documents. D'accord. On voit qu'il y a de nombreuses obligations qui pèsent sur ces acteurs. Autre point intéressant dans votre ouvrage, les points de vigilance en matière de LCBFT. Si vous pouvez revenir sur les points d'intérêt, d'attention en la matière. Oui. Alors, la difficulté pour les acteurs, notamment du service financier, de mettre en œuvre un dispositif LCBFT qui soit efficace, repose sur le fait d'abord de bien appréhender donc, les exigences, la réglementation, mais aussi de pouvoir véritablement la mettre en application, la décliner opérationnellement dans l'organisation à travers les processus, les procédures, etc. Également, utiliser les bons outils et savoir bien les paramétrer, puisque l'utilisation d'outils peuvent être absolument nécessaires selon le volume et les types d'activités. Et donc, ça peut être source de difficultés également parce que la collecte des données est centrale, donc dès l'étape du KYC, c'est-à-dire que les collaborateurs qui sont au contact des clients, s'ils ne sont pas suffisamment formés ou s'ils ne se sont pas suffisamment bien appropriés les exigences et les normes et ce qu'il faut respecter, vont peut-être pas suffisamment bien récolter ces informations, mais tous les processus en aval dépendent de ces informations-là. Et donc ça reste encore une grande difficulté. Alors, autre point intéressant dans votre ouvrage, il y a un chapitre dédié aux cryptoactifs. Pourquoi ce chapitre? Alors, parce que tout d'abord, les prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN, sont assujettis aux exigences de LCBFT. Et donc, il y avait un chapitre dédié à ces acteurs-là. Donc, pour rappel, ces acteurs, avec le règlement MiCA, à partir du 31/12 de cette année, on va passer sous le régime européen MiCA et donc ça va devenir des PSCA, donc des prestataires de services sur cryptoactifs. Bon, je ne vais pas détailler plus que ça, mais donc, ce domaine-là est un petit peu différent, on va dire, de la banque par exemple, puisque ça traite de cryptoactifs. Donc, il y a des spécificités en termes de risques, en termes d'organisation et même d'outils, puisque on doit utiliser par exemple des outils d'analyse transactionnelle pour pouvoir analyser tous ces flux de cryptoactifs. Alors, une question qui est intéressante aussi, c'est voir la manière dont les professionnels du secteur financier appréhendent cette question. Quels sont les défis pour ces professionnels en matière de conformité LCBFT ? Eh bien, comme je le disais, ça va être vraiment l'appropriation de ces techniques-là, de pouvoir mettre en pratique une mise en conformité à 360 degrés, mais il y a effectivement aussi des nouveaux risques émergents. Donc, par exemple, avec toutes les entrées en relation à distance et un petit peu la dématérialisation avec de la relation avec la clientèle, donc il y a aussi un grand sujet aujourd'hui sur la fraude documentaire qui donne lieu à de l'usurpation d'identité et qui du coup peut être propice à des faits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. On a également le paiement instantané, qui est déjà bien en place, mais qui va devenir d'autant plus obligatoire. Et donc là, ça veut dire réaliser tous les contrôles LCBFT en moins de 10 secondes, puisque les paiements instantanés doivent se réaliser en moins de 10 secondes. Également, on a toujours le sujet de l'investissement participatif et les cagnottes en ligne qui peuvent être sujets au financement du terrorisme. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y avoir recours, c'est juste que en fonction du risque, il faut bien mettre en place son dispositif de manière efficace. On va conclure là-dessus. Merci Camille Baudouin. Je rappelle que vous êtes présidente de Baudouin Advisory. Merci beaucoup. Tout de suite, on continue. On va parler publicité ciblée et utilisation des données personnelles. On poursuit cette émission, on va parler publicité ciblée et utilisation des données personnelles avec mon invité Farid Bouquetaïa, associé fondateur du cabinet Calder. Farid Bouquetaïa, bonjour. Bonjour.
Alors, on va revenir ensemble sur une décision Meta contre Schrems, qui a pour objectif, en tout cas qui rappelle le principe de minimisation des données. On va voir ensemble de quoi s'agit, de quoi retourne ce principe. Mais avant toute chose, pouvez-vous revenir sur les principes généraux de cet arrêt? Bien sûr, alors c'est un arrêt qui oppose Maximilian Schrems, qui est bien connu aujourd'hui, qui intervient très fréquemment sur des Un questions activiste. exactement, de données à caractère personnel, à Meta, qui exploite notamment le site Facebook. Et cette fois-ci, Maximilian Schrems a agi car il considérait que Meta collectait massivement des données à caractère personnel, dont des données sensibles, et qu'elles servaient pour de la publicité ciblée. Et donc, il a souhaité agir en contestant les traitements qui étaient mis en œuvre par Facebook, en considérant que son consentement n'avait pas été donné, mais qu'en plus, Facebook utilisait un certain nombre de données qui étaient issues de cookies, de social plugins, d'un certain nombre d'éléments collectés lors de la navigation des utilisateurs, ce qui posait de véritables problèmes pour les droits et libertés des personnes et donc en matière de données à caractère personnel. Alors, dans cet arrêt du 4 octobre dernier, la CJUE rappelle le principe de minimisation des données en matière de publicité ciblée. De quoi s'agit-il? Alors c'est un principe en effet qui est important et que l'on retrouve dans le RGPD. C'est un principe selon lequel lorsqu'un organisme collecte et traite des données, il doit s'en tenir strictement à ce qui est nécessaire, pertinent et adéquat au regard des finalités du traitement. D'accord. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un directeur des ressources humaines collecte et traite des données pour la gestion de la paye en interne, ce qui est nécessaire, c'est le nom, le prénom, la fonction de la personne, éventuellement le poste, l'expérience, la formation et bien sûr tout ce qui concerne les informations administratives obligatoires. En revanche, si les données relatives aux loisirs, au nom des enfants, au lieu de vacances étaient collectées, on serait au-delà du principe de minimisation. Et donc, il faut strictement s'en tenir à ce qui est nécessaire. Et là, c'est justement ce que reproche la Cour, c'est que Meta a pris l'ensemble des données et n'a pas choisi de prendre justement les données nécessaires pour la publicité ciblée. C'est ça? Alors, la vraie question, effectivement, c'est que Meta, les réseaux sociaux même en général, la question derrière est aussi celle des réseaux sociaux, collecte un nombre de données qui est considérable, qui est massif. Et en plus, dans le cas de cette affaire Schrems, les données collectées étaient à la fois des données, on va dire, classiques et des données sensibles. Donc des données qui méritent une protection renforcée, qui peuvent révéler des opinions politiques, une orientation sexuelle, c'était le cas en l'occurrence. Et ce qui est reproché, c'est de ne pas faire de distinction, de les traiter largement, de les conserver et de les traiter sur une longue durée, et donc ensuite de pouvoir mettre les personnes dans une situation peut-être de sentiment de surveillance renforcée et beaucoup trop impactante pour leur droit au respect de la vie privée. Alors, l'autre point que vous avez soulevé, c'est l'utilisation des données sensibles. En l'espèce, c'était l'orientation sexuelle du requérant qui avait été utilisée par Meta. Quels sont les enseignements de cet arrêt par rapport aux données sensibles ? Alors, l'enseignement de cet arrêt sur les données sensibles, c'est, alors on le sait, ces données bénéficient d'une protection renforcée, mais ici, Meta arguait du fait que le requérant avait déjà révélé publiquement son orientation sexuelle. D'ailleurs, ce n'est pas le seul sujet lorsqu'on va vraiment dans la décision, puisque il y avait aussi de la consultation d'informations politiques sur une femme politique autrichienne, par exemple, et des informations auxquelles le requérant était confronté sur Facebook concernant ses goûts potentiellement politiques, avérés ou non. En tout cas, il a été confronté à ces informations-là. Et Meta considérait que, comme c'était public, il pouvait utiliser ces données, c'est ça? Alors, Meta considérait deux choses. À la fois que la collecte et le traitement des données à caractère personnel élargi et même sensible pouvaient entrer dans l'exécution du contrat qu'il a lié aux personnes. Et par ailleurs, que lorsqu'une donnée avait été déjà rendue publique
ce qui peut être une exception dans le RGPD, elle s'est permise d'aller au-delà des données rendues manifestement publiques et d'aller rechercher, utiliser et traiter des données qui étaient liées à cette information rendue publique. D'accord. Et que dit la CJE sur ce point explicitement pour bien comprendre l'enseignement de l'arrêt sur cette question? Alors la CJE mène un raisonnement qui conduit à considérer que sur la question de la collecte massive de données sur le parcours utilisateur d'une personne, il faut appliquer le principe de minimisation que prévoit l'article 5 du RGPD, qu'il n'est pas possible de collecter trop largement des données, et qu'en particulier sur les données sensibles, ce n'est pas parce qu'une personne a rendu publique une information qu'un opérateur peut aller collecter et traiter des données qui vont au-delà et les utiliser à des fins de publicité. Il faut en conclure qu'en matière de publicité ciblée, les données sensibles qui sont déjà fortement protégées vont être une véritable problématique en matière de données à caractère personnel et en faveur de la protection des personnes. Alors allons au-delà de cette affaire. Quels sont les enjeux de la minimisation des données ? Alors, au-delà de cette affaire, mais peut-être que la première réaction sera en lien avec cette affaire, on a aujourd'hui un débat sur le consent or pay qui permet soit de consentir à ce que des données soient collectées à des fins de publicité, soit de payer pour ne pas avoir affaire à cette publicité. Cet arrêt, à mon sens, va avoir un impact sur ce modèle qui commence à être mis en place depuis une année, on va dire, par certains sites de réseaux sociaux et va conduire à réfléchir à certaines alternatives, telles que par exemple la publicité contextuelle, même si elle aussi connaît quelques détracteurs. Pour vous, ce sera une tendance de fond ? Ça risque d'être une tendance de fond et surtout ce principe de minimisation pour aller au-delà est vraiment un principe qui est très important et auquel les autorités de protection des données s'intéressent largement et qui peut avoir aussi d'autres intérêts, notamment en matière de sécurité informatique. D'accord. Et sur la sécurité informatique, vous voulez dire quoi par là ? Alors, tout ce qui est minimisation des données, vous l'avez compris, conduit à collecter moins de données parce qu'on se limite à ce qui est nécessaire, pertinent et adéquat. Donc, à une époque où le nombre d'attaques informatiques augmente, les violations de données sont fréquentes, les divulgations de données qui peuvent conduire à de l'escroquerie, des tentatives de chantage, la minimisation des données ne va pas éviter ces attaques et ces violations, mais va très certainement réduire l'impact lorsque ces attaques vont arriver. C'est tant mieux pour les entreprises. Si on applique ce principe, il y aura moins de retentissement sur les actes de piratage. En tout cas, on pourra davantage contrôler, monitorer l'impact. Et vous avez raison, ce sera mieux pour les entreprises et évidemment pour les personnes. Pour finir, est-ce que l'ensemble des plateformes est concerné par cette décision ? J'entends par plateforme tous les types de réseaux sociaux qui ressemblent à Meta. C'est une bonne question. Effectivement, tous les types de réseaux sociaux qui ressemblent à Meta ou autres sont concernés. En réalité, tous les organismes qui ont pour objet de collecter massivement des données en utilisant des cookies ou autres et pour en faire de la publicité ciblée ensuite sont concernés. Et sur le principe de minimisation, on a quand même quelques actualités et vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. L'intelligence artificielle et en particulier les outils d'IA générative ont pour objet de se reposer sur des bases de données très larges dans lesquelles il y a des données massives et la CNIL a déjà eu à se prononcer sur le sujet. Le CEPD, qui est le Comité européen à la protection des données, a mis en place une task force sur ChatGPT qui a déjà rendu des conclusions intermédiaires et qui rappelle que les données doivent faire l'objet d'une minimisation, les données à caractère personnel, enfin, pour protéger les personnes concernées. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.